Salut tout le monde! Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais comme d'habitude, vous commencez à être habitués. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à trouver mon rythme, d'autant plus que là ça fait un mois que j'ai commencé mon stage, donc mon stage de fin d'études, ce qui n'est pas rien quand même. Du coup voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que j'ai mon mémoire à écrire aussi. Bref, trêve de bavardage, je vais pas commencer à raconter ma vie. Toujours est-il qu'en tout cas moi je suis ravie d'avoir trouvé le temps aujourd'hui de filmer une vidéo. Parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours autant d'idées et j'ai toujours autant de choses à dire. Donc me revoici, me revoilà. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de mes lectures du début d'année 2017. J'en ai 5 à vous présenter, donc on va commencer sans plus attendre. Alors, le premier bouquin que j'ai lu durant cette année 2007... le premier bouquin que j'ai lu durant cette année 2017, c'est Atlantia de Ali Kondi, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc Ali Kondi, c'est l'auteur de la saga Promise, que vous connaissez sans doute. Avec Atlantia, en fait, elle propose un one-shot, toujours basé sur le principe de la dystopie, puisque on reste dans le même genre littéraire. En revanche, l'intrigue est beaucoup plus originale. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Après j'ai d'autres choses à dire. Donc pour revenir à l'intrigue, donc en fait c'est l'histoire de deux sœurs, Rio et Bei, qui vivent dans le monde d'Atlantia. Donc Atlantia c'est une cité sous-marine. Alors c'est vrai que le nom peut faire penser à l'Atlantide. Et c'est vrai que moi au début je m'étais dit waouh, ça va être un peu une cité genre magique, sous l'eau et tout. Non, en fait Atlantia c'est une cité sous-marine qui a été créée pour préserver les humains de la pollution et leur permettre de vivre en sécurité en bas. Parce qu'en fait dans Atlantia on observe une dichotomie très claire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et à leur majorité, les jeunes ont le droit de choisir s'ils veulent rester en bas ou s'ils veulent au contraire sacrifier leur vie et partir vers le monde d'en haut. Rio et Bei arrivent à cette époque de leur vie. Elles viennent malheureusement de connaître le décès de leur mère et s'étaient jurées en fait de rester ensemble en bas. Bon, je tiens à préciser que c'est pas du tout un spoil, hein. Là c'est le premier chapitre que je vous raconte. Et en fait lors de la cérémonie du choix, Bei, à la plus grande surprise de Rio, donc alors qu'elles sont sœurs jumelles, Bei est la première. Bei, à la plus grande surprise de Rio, décide de partir en haut. Rio donc est complètement désemparée devant cette nouvelle et va donc essayer de tout faire pour comprendre pourquoi sa sœur a quitté le monde d'en bas pour celui d'en haut, qui est un monde où on est protégé de rien, extrêmement pollué et donc extrêmement violent pour la santé et où les décès sont légion. C'est vrai que moi donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Au début franchement j'en attendais pas spécialement grand chose. Après ça reste du young adult, c'est à dire que l'histoire est un petit peu convenue et que l'auteur tire des ficelles qui parfois sont un peu trop faciles à mon sens. En revanche l'histoire est quand même assez originale puisqu'on a ici en fait une forme de dystopie qu'on ne retrouve que très rarement. C'est vrai que l'idée d'exploiter un monde sous-marin reste très intéressante, même si personnellement, j'aurais préféré que Atlantia soit beaucoup plus magique et onirique qu'elle ne l'est dans le livre. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des points que j'ai beaucoup aimés dans la description d'Atlantia, que ce soit par exemple les couloirs de nage ou bien le jardin du temple. Enfin, vous verrez si vous le lisez, mais c'est vrai que ce sont des endroits que j'arrivais à m'imaginer dans ma tête et qui avaient l'air d'être de très beaux endroits. Donc j'ai beaucoup aimé. Bon, au niveau du style, c'est du young adult et si vous avez lu Promise, c'est la même chose. C'est-à-dire que le style d'Ali Kondi est bon pour du young adult, mais sans plus. Après, voilà, c'est quand même ça reste une histoire qui est quand même bien maîtrisée, avec un bon début, une bonne fin. Et moi, qui m'a quand même bien convaincue pour le genre. Après, c'est vrai que c'est pas de la littérature hyper méga pointue, mais ça vaut le coup de s'y pencher parce que c'est vrai que pour le coup, on a un sujet de dystopie extrêmement original et qui change un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude avec des sociétés complètement soumises à un régime totalitaire ou ce genre de choses. C'est vrai que là, on découvre d'autres choses et les personnages sont vraiment pour le coup intéressants, que ce soit Rio, Bei ou la sœur de la mère de Rio et Bei, Océana. Donc vous remarquerez d'ailleurs que tous les noms des personnages ou presque font appel à l'élément marin et ça c'est vrai que c'est une idée aussi qui a été bien maîtrisée tout au long du roman.
Donc voilà pour cette lecture. C'est vrai qu'après, je vous avoue que c'est déjà un petit peu flou dans ma tête puisque c'était il y a 3 mois. Ça m'apprendra à tourner mes bilans lecture en temps et en heure. Alors ensuite, j'ai lu un autre livre, toujours en Young Adult, Les Intrus de Lauren Oliver, toujours chez Hachette. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien ce que fait Lauren Oliver puisque c'est l'auteur de la saga Delirium. J'avais également lu Le Dernier Jour de ma vie. C'est ça. J'avais également lu Le Dernier Jour de ma vie qui m'avait un petit peu moins convaincue, mais en tout cas Delirium avait été pour moi un coup de cœur quand je l'avais lu il y a 1 an je crois, 1 an et demi, c'est ça, il y a 1 an et demi. Donc bon voilà, j'avais eu ce roman et je me suis dit qu'il était temps de se pencher dessus. Donc l'histoire des intrus, c'est à la mort de Richard Walker, donc c'est un vieil ermite acariâtre. Sa famille en fait se rend dans sa maison histoire de vider les lieux. Et la maison de Richard Walker va donc être le théâtre de conflits familiaux qui étaient sous-jacents et surtout de souvenirs puisque la bâtisse est tentée par les fantômes des personnes qui y ont vécu, voire qui y sont mortes. Ce que j'ai apprécié en fait dans ce roman, c'était le principe, le dialogue entre les morts et les vivants, en sachant que donc le roman vous avez l'impression d'évoluer dans une sorte un petit peu de Cluedo puisque vous passez de pièce en pièce. Donc on commence avec la cuisine, la salle de bain, la salle à manger, le bureau et vous apprenez ce qui s'est passé dans chaque pièce en fonction des personnages qui parlent puisque chaque chapitre donne la parole à un personnage, qu'il soit vivant ou mort. Il se focalise sur ce qu'est en train de faire ce personnage à un instant précis. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, le principe est très bon. Il est pas mal exploité. Je sais pas, j'ai pas du tout été convaincue par ce livre. Pourtant, je peux vous dire que sur le papier, ça m'envoyait du rêve. Hein. D'autant plus que j'avais lu des critiques qui justement détaillaient un petit peu ce principe d'un petit peu un Cluedo mémoriel, on va dire, un Cluedo de souvenirs. Et je me disais, mais waouh, ça doit être trop cool et tout. Non, je sais pas. Le roman est extrêmement lent, mais d'une lenteur mais pas possible. Il se passe pratiquement rien. Mais c'est même pas un roman contemplatif, c'est juste qu'il se passe rien et en fait là vous êtes en train de tourner les pages et vous vous dites mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et oui effectivement il se passe quelque chose dans les 10 dernières pages. Donc oui j'ai beaucoup aimé les 10 dernières pages mais alors le reste ça m'a pas spécialement convaincue. Après la traduction de Alice Delarbre, donc je crois que c'est celle qui traduit tous les livres de Lauren Oliver, est bonne puisque c'est vrai que le style est bon hein, honnêtement ça y a pas à redire là-dessus mais je sais pas. Elle a pas... Je pense que l'auteur n'a pas complètement réussi à exploiter son sujet, ce qui est dommage parce que le principe était très bon de base. Moi j'avais beaucoup aimé sur le papier. Après, honnêtement, c'est une lecture qui mérite quand même, je pense, d'être regardée. Puisque, encore une fois, je vous dis, le principe fondateur du livre est vraiment très intéressant. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que les fantômes présents, donc Sandra et Alice, donc qui vivent encore dans la maison, commentent absolument tous les faits et gestes de la famille, en sachant que c'est une famille qui est clairement dysfonctionnelle entre la mère alcoolique, la fille nymphomane et le fils suicidaire. Je peux vous assurer que on se marre tous les jours chez les Walker. Mais après, c'est vrai que c'était intéressant de voir les fantômes commenter ce qui se passe et aussi donner leur point de vue et raconter leurs souvenirs. C'est vraiment une maison qui a vécu énormément de choses et moi je suis très attachée, comme vous le savez peut-être, à la mémoire des lieux. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo sur un voyage. Mais bon, j'ai été, j'avoue, un petit peu déçue quand même puisque je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un meilleur traitement du sujet en fait. Après, le livre n'est pas du tout acheté, loin de là. C'est quand même une lecture qui vaut le détour, mais ne vous attendez pas à un traitement absolument parfait du sujet. Après, moi je pense que ça peut séduire d'autres personnes, mais quand j'avais regardé après les avis sur Babelio, les gens étaient globalement d'accord avec mon ressenti, donc je me suis dit que je ne devais pas être la seule à avoir ressenti cette petite déception par rapport au sujet. Donc tant qu'on est dans les livres qui m'ont un petit peu moins plu, je dois aussi vous parler d'une lecture que j'ai faite vers la fin du mois de février. Donc il s'agit du premier tome de la saga Multiversum par l'auteur italien Leonardo Patrignani, publié aux éditions Gallimard Jeunesse toujours. Alors Multiversum, comment vous dire ? On retrouve une nouvelle fois le schéma que je viens d'évoquer, c'est-à-dire idée de base géniale, résultat malheureusement vachement moins génial. Je m'explique. L'histoire de Multiversum a tout pour vous séduire sur le papier. Donc c'est l'histoire de Alex et Jenny, donc deux ados âgés d'une quinzaine d'années,
qui se parlent par télépathie depuis qu'ils sont petits. Bon, j'ai jamais dit que c'était réaliste. Hein. Donc qui se parlent par télépathie depuis qu'ils sont petits. Donc ils ont vraiment un lien extrêmement fort, ont l'impression de se connaître depuis toujours. Or, un jour, mus par les émois de l'adolescence, ils décident de se rencontrer et se donnent rendez-vous à Melbourne, donc là où habite Jenny, puisque Jenny est australienne et Alex italien. Ils se donnent rendez-vous à Melbourne au bord d'une jetée. Encore une fois, c'est pas du spoil, hein, promis, parce que c'est vraiment le tout début du livre. Or, et c'est même la 4e de couverture, si j'ose dire, une fois que Alex, donc après moultes aventures sur le chemin, parvient enfin à Melbourne, il arrive sur la jetée. Jenny lui dit qu'elle est là aussi. Et là, pas de Jenny. Pas de trace de Jenny du côté d'Alex, pas de trace d'Alex du côté de Jenny. Donc là, vous vous dites, il y a un sujet quand même, c'est quand même pas très normal. Et en fait, il s'avère que Alex et Jenny ne vivent pas dans le même univers, puisque Multiversum pose le postulat d'univers parallèle. Donc voilà, donc moi, les univers parallèles, c'est un thème qui me fascine énormément, même si je connais absolument rien en physique, quantique, tout ce que vous voulez. C'est vrai que ce sont des notions que je maîtrise de façon très vague, parce que c'est pas ce vers quoi mes études ni mes lectures m'ont conduite, mais c'est des notions qui me fascinent et qui m'intéressent profondément. Et c'est vrai que du coup, Multiversum, je me suis dit waouh, ça va être génial. Sauf que le traitement d'un pareil sujet par de la littérature jeunesse aboutit forcément à quelques déceptions. Je veux dire, il y a un énorme focus sur l'histoire d'amour, donc qui naît évidemment entre les deux protagonistes et qui casse un peu tout le reste. Et en fait, le principe est un petit peu balayé. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours aussi fouillées qu'elles devraient l'être, ni aussi logiques et cohérentes. Après, évidemment que c'est un sujet qui demande un traitement mais énorme et qui n'est pas facile. Et en ça, l'auteur a quand même bien réussi son pari parce que ça se tient globalement, si on regarde pas les détails. Mais bon, moi j'ai lu pas mal de critiques sur internet qui disaient qu'on mettait une petite pichenette dedans, tout s'effondrait. C'est-à-dire que c'est quand même pas très réaliste, même du point de vue de quelque chose qui ne l'est pas. Donc Multiversum, alors je tiens à préciser que j'adore la couverture, je la trouve super jolie. Je sais que donc c'est le début d'une saga. Je vous avoue que je sais pas trop si j'ai envie de lire la suite parce que étant donné que j'ai pas été globalement convaincue par ce tome, globalement convaincue par ce premier tome, j'hésite. En même temps, je serais curieuse quand même de savoir ce qui se passe après. Y a de très bons éléments quand même, hein. Moi j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, je les ai trouvés très intéressants, notamment le meilleur ami de Alex, Marco, qui est super bien pensé. Enfin, c'est un personnage qui est super bien travaillé, donc j'ai beaucoup aimé. Après, tout ce qui est scénario, le scénario est bon en soi, c'est juste que je sais pas, il manque un petit peu peut-être de profondeur en fait, voilà, dans le livre. Je pense qu'il manque un petit peu de profondeur pour aboutir à un très bon livre. Là, c'est une bonne lecture, c'est une lecture qui vous fera passer un moment agréable, c'est pas du tout la question, vous allez passer un bon moment en le lisant. Mais il manque un petit peu de profondeur dans le traitement du sujet pour aboutir à un super livre sur la thématique des univers parallèles. Parce que y a notamment aussi des éléments historiques et en même temps dystopiques et d'anticipation qui sont hyper intéressants et vachement bien amenés pour le coup. Et qui franchement auraient mérité mais un tout petit peu plus de profondeur et ça aurait été mais génial. Donc Multiversum, aussi petite déception de mon côté par rapport à ce que j'imaginais de base et ce que j'ai vraiment lu en fait. Voilà, j'ai une petite pointe de déception. Je pense que si j'ai l'occasion de me procurer la suite, je lirai la suite. Mais en attendant, ça fait pas partie de mes priorités. Alors, pour finir, je vais vous parler de 2 bouquins pour lesquels j'ai eu un coup de cœur absolu. Donc le premier, c'est le 2e tome de la saga de la passe miroir, donc Les Disparus du clair de lune, de Christelle Dabos, toujours publié chez Gallimard Jeunesse, qu'une amie a eu la gentillesse de me prêter. Comment vous dire que je vous avais déjà parlé donc de mon ressenti du premier tome, Les fiancés de l'hiver, dans un précédent bilan lecture. Comment vous dire que cette suite était largement à la hauteur de mes espérances et que j'ai adoré et que je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. L'écriture de Christelle Dabos est toujours aussi bonne.
Son intrigue est toujours aussi efficace. Donc dans ce livre, on retrouve Ophélie, toujours à la Citatielle. Je ne veux pas raconter l'histoire parce que je ne veux pas spoiler les personnes qui n'auraient pas lu Les Fiancées de l'hiver. Toujours à la Citatielle, toujours avec les mêmes personnages, toujours avec les mêmes problèmes à la cour. Mais en tout cas, il y a une nouvelle intrigue dans ce livre qui est tout aussi passionnante que la première. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Je suis vraiment hyper convaincue par le travail de Christelle Dabos. Je trouve qu'elle a vraiment su créer un univers mais complètement cohérent, complet, aussi poétique qu'onirique. À chaque tome, je trouve que c'est une source d'émerveillement supplémentaire. J'aime beaucoup toutes les influences qu'elle mélange. Bon, je suis entièrement convaincue par ce bouquin. J'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai passé vraiment un super moment. Alors après, c'est un pâté, hein, il fait, je crois, 500 pages bien passées. Mais franchement, c'est une lecture qui vaut mais tellement le détour. C'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi. Et j'ai qu'une hâte, donc c'est de découvrir la suite. Donc je crois que d'ailleurs Christelle Dabos ne devrait pas tarder à annoncer la date de sortie du 3e livre. C'est ce qui m'avait semblé voir sur internet. Parce que j'ai vraiment adoré aussi celui-ci et tout le travail en fait qu'elle fournit dans la profondeur et dans le travail sur son univers. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez cette auteure. Je trouve qu'elle est vraiment très investie dans ce qu'elle fait et elle a su créer un univers très cohérent et très intéressant et une source de découverte, d'imagination et d'émerveillement. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler dans ce bilan et que j'ai achevé il y a 2 jours, c'est le 3e tome de la saga de l'Amie prodigieuse, donc par Elena Ferrante, Celle qui fuit et celle qui reste, publié chez Gallimard. Comment vous dire que, évidemment, comme quand je vous parle d'Elena Ferrante, j'ai des étoiles plein les yeux parce que c'était une lecture mais fabuleuse, que dirais-je même prodigieuse. J'adore, je sais pas quoi vous dire de plus. J'adore cette saga et je pense que je vais avoir le cœur brisé quand je lirai le dernier tome et que ce sera l'heure de dire au revoir à Elena, à Lila et à tous les personnages qui peuplent l'Amie prodigieuse. C'est juste fabuleux. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Elena Ferrante si vous voulez en savoir un peu plus sur la saga. Je ne vais pas m'appesantir sur le résumé une fois encore parce que je n'aime pas spoiler les résumés des tomes suivants quand je parle d'une série. En sachant que là, donc, dans ce 3e tome, vous retrouvez Elena et Lila à l'âge adulte. Donc elles sont désormais âgées d'une 30aine d'années. Et elles poursuivent leur chemin sans m'appesantir sur les détails de l'histoire puisqu'encore une fois, je ne veux pas gâcher la surprise des personnes qui souhaiteraient commencer la saga. L'histoire se suit toujours aussi bien. Les protagonistes suivent des chemins qu'on n'a pas forcément imaginés pour eux et c'est tant mieux puisqu'on arrive encore à être surpris. C'est vrai que le contexte politique et historique est aussi très intéressant. Elena Ferrante détaille vraiment donc ces années-là en Italie, c'est-à-dire que c'était les années de plomb en Italie, là où il y a eu beaucoup de problèmes, notamment politiques, entre la frange fasciste et la frange communiste. Il y avait beaucoup de combats, de meurtres, de luttes. On rentre aussi dans les périodes des barricades en France, mai 68, la Sorbonne, ce genre de thématiques. Un vent de révolution en fait souffle vraiment sur l'Europe à cette époque-là. Un vent de révolution qu'il soit du côté des étudiants ou du côté des femmes donc qui se découvrent féministes. C'est encore plus intéressant évidemment en sachant que Elena Ferrante maîtrise à fond son sujet, que le livre est extrêmement bien documenté et c'est incroyable parce que c'est à la fois aussi bien documenté, en même temps il s'agit d'une fiction, donc de personnages qui n'ont pas vraiment existé, enfin on ne sait pas puisque apparemment elle aurait dit que la saga est relativement autobiographique. En tout cas, moi c'est une lecture qui encore une fois m'a entièrement convaincue, qui m'a émue, qui m'a fait rire, enfin qui m'a fait sourire, bref qui m'a vraiment prise aux tripes comme tous les livres d'Elena Ferrante. Et s'il y a bien un livre sur lequel je vous conseillerais de vous jeter dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, c'est bien la saga de l'Amie prodigieuse. Je sais que tout le monde n'a pas le même ressenti sur cette saga, mais je pense qu'une fois qu'on est rentré dedans, il est vraiment difficile d'en sortir. Et moi, c'est vraiment une saga qui me touche. Je trouve que c'est d'une justesse et d'une sincérité. C'est surtout ça le plus important, la justesse de l'écriture.
la justesse de l'histoire, la justesse de l'écriture, la justesse des personnages. Elena et Lila, honnêtement, vous aurez probablement envie de les baffer comme dans les tomes précédents d'ailleurs, surtout Lila. Elle mériterait de se prendre des claques dans la tête. Mais après, c'est des personnages qui sont tellement vrais, c'est des personnages qui sont tellement humains, tellement bien pensés que vous ne pouvez pas résister en fait. Voilà. Moi en tout cas, l'amie prodigieuse, c'est vraiment une saga qui m'a entièrement convaincue. Et j'ai appris récemment qu'ils allaient adapter une série. Du coup c'est trop cool. Elle va être adaptée en Italie, mais ensuite apparemment c'est Canal+ qui diffusera les droits, qui a acheté les droits pour la diffusion en France. Du coup ça va être trop bien. Je suis hyper contente de ça. Voilà, sinon, juste aussi, je voulais vous dire que je serai présente aux Imaginales, donc le week-end du 20 mai, avec ma meilleure amie, donc Elfria, que vous connaissez sûrement. Du coup voilà, on sera là toutes les deux, donc s'il y en a parmi vous qui comptent se rendre aux Imaginales, donc le à Épinal, surtout dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir qu'on se croise là-bas et de pouvoir discuter. C'était arrivé l'année dernière complètement par hasard. Du coup, si cette année on pouvait prévoir aussi, ce serait cool. Bon, après, si on se croise par hasard, c'est super cool aussi. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires, à me dire également ce que vous êtes en train de lire en ce moment et si vous avez lu un des livres dont je viens de vous parler dans cette vidéo. Ça m'intéresse évidemment comme toujours d'avoir vos avis. Moi je suis ravie de ce côté échange sur Booktube et notamment je sais que l'amie prodigieuse ne fait pas forcément l'unanimité, donc ça m'intéresse de connaître votre avis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. À très bientôt, ciao!